Donc, on a le plaisir avec Aruna d'animer cette dernière table ronde. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, alors sans vraiment vouloir vexer les autres, hein, mais voilà, voilà. Donc, cette table ronde a pour thématique les fintech et les insurtech au service d'une finance éthique et affinitaire. Et pour aussi introduire ce sujet, je me suis dit quoi de mieux que de définir l'éthique. Alors évidemment, chacun d'entre nous a peut-être une version différente de l'éthique, mais revenons à la base, revenons au Larousse. Et je me permets donc de lire directement la définition du Larousse pour l'éthique. Ce sont donc en deux fois partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale et puis ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Donc je vous demande de garder ça en tête parce que ça va être autour de cela que nos échanges vont tourner. Et nous avons donc pour cette table ronde le plaisir de recevoir Anas Patel. Merci de votre présence, merci de votre disponibilité. Anas Patel qui est fondateur de 510 Easy, que je pense vous connaissez, et aussi actuellement CEO de Perennis et ConnexCap, avec un parcours autour du private equity, de l'asset management, donc un parcours très complet et autour de la finance islamique. On a Kamel Naït Outaleb, qui a commencé son cursus dans la banque et qui a aujourd'hui créé Only One, donc une plateforme de paiement, enfin plus qu'une plateforme de paiement évidemment, un service en ligne. Et puis on a Ezdin Ramallah, est-ce que vous êtes là? Je pense que oui. Il arrive, ok. Ezdin Ramallah qui est chercheur et entrepreneur, qui a créé Safi. Donc Safi qui est un courtier et qui distribue des solutions Takaful et qui est en parallèle enseignant dans le MBA de finance islamique. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet en posant une première question et je vous la pose à tous les trois en espérant que Ezdin l'entendra. Selon vous, comment est-ce que les fintech permettent-elles d'explorer, voire même de développer les finances alternatives et notamment celles destinées à des communautés? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Anas Patel, très heureux d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs, Finance Innovation et Financière Business School. Très heureux d'être là. Fut un temps où je fréquentais pas mal les lieux. On était incubés au pôle Finance Innovation et ça nous a vraiment permis de développer pas mal tout l'angle de l'innovation. Alors, je vais juste revenir pour essayer. Alors, j'ai à peu près... J'ai un peu plus de 22-23 ans d'expérience professionnelle, moitié en tant que salarié dans des grands groupes et moitié entrepreneur. Et j'ai appris que dans la vie d'entrepreneur, il faut être hyper simple, hyper factuel. Donc pour moi, l'éthique, si je dois résumer en quelques mots, c'est faire bien ce qui est bien. Faire bien ce qui est bien. On est dans l'agir, on est dans l'action, on est vraiment dans le bon comportement. Et au final, parce que souvent on fait une dissociation entre éthique, morale, etc. Pour moi, la morale a une autre dimension, une dimension plutôt métaphysique, or que l'éthique, elle est vraiment dans les relations. Et c'est pour ça que je préfère généralement parler d'éthique appliquée. L'éthique appliquée, c'est ce qu'on peut effectivement tirer comme valeur, comme fondement, comme principe, au service de quelque chose. Bon, chez nous, c'est la finance, enfin l'éthique au service de la finance. Ça peut être au service de l'éducation, au service de la santé, etc., etc. Donc, faire bien ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a une double dimension. D'une part, c'est bien de définir ce qui est bien, et d'autre part, le bien faire, le bien agir. Et ça, c'est important, ça nous donne cette dimension de l'excellence, aller chercher l'excellence. Alors, pas la perfection, parce que la perfection n'est pas forcément humaine et elle n'est pas accessible à tout le monde, mais faire bien, faire excellemment les choses. Et c'est quelque chose qu'on s'est appliqué à nous-mêmes. Et pour répondre à la question, donc nous, on a essayé vraiment ça fait une dizaine d'années maintenant que 510 Easy fonctionne. On est vraiment dans la finance au service donc d'une cause, au service d'un besoin qui est avant tout l'accession à la propriété. Et petit à petit, on l'a développé sur toutes les autres formes d'épargne. Donc, on a deux grands volets sur l'accession à la propriété et sous
différentes modalités, on pourra revenir. Et ensuite, l'épargne, notamment l'épargne ISR, l'épargne selon les critères de l'ESG. Et je vais faire un petit lien entre justement l'éthique et l'ISR. L'ISR, alors on a monté une SCPI, une société civile de placement immobilier, qui faisait partie des 3 premières SCPI à avoir le label ISR en France. Donc c'est un label réglementé et revu par les autorités, notamment de l'AMF. On a eu pas mal de difficultés au départ parce que dès la conception même de la SCPI, on avait intégré dans les statuts, dans la charte, cette volonté de s'inscrire dans le label ISR qui n'existait pas dans le monde immobilier. Autant il existait pas mal dans le monde des fonds d'investissement, les OPCVM, etc., mais très peu dans l'immobilier, parce que veut dire l'ISR dans l'immobilier? Et c'est là où après on fait généralement, on fait appel aux critères de l'ESG, environnement, social et gouvernance, et on va essayer de mettre une notation pour chacun de ces 3 piliers. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de se dire, OK, il y a ce volet ISR, ESG, qui est aujourd'hui plus ou moins bien normé. Ça renvoie aux ODD, aux objectifs de développement durable, avec tous les grands standards internationaux. Et ce sont des critères extra-financiers. Mais si, dans la finance, on obère les critères financiers, quelque part, on passe à côté de quelque chose. Donc, on a voulu vraiment essayer d'intégrer, donc à côté des critères ISR, ESG, des critères financiers, et notamment de surendettement, de mauvaise utilisation des instruments financiers, de tout ce qui est, vous savez, ce qui a donné lieu à la crise des subprimes, donc toutes les dettes totalement déconnectées de l'économie avec les options, etc. Donc voilà, juste pour peut-être faire une première introduction. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Kamel, donc effectivement, je suis le cofondateur d'OnlyOne. Alors, c'est entre guillemets une néobanque. Donc, on propose un compte de paiement un peu différent. Et je ne sais pas si le micro marche. Je n'ai pas l'impression. D'accord. Pour parler des fintech, justement, parce que je vais pas revenir sur la définition d'éthique, mais surtout sur la définition de fintech. Aujourd'hui, fintech, c'est la contraction de finance et technologie. Donc, depuis une dizaine d'années maintenant, on a vu de nouveaux acteurs arriver sur le marché, facilités par une réglementation qui a porté justement ces fintechs. Et si on regarde bien le marché de la fintech, c'est je prends une partie d'un produit bancaire et je l'améliore d'un point de vue technologique, d'un point de vue expérience client, et j'y apporte aussi plus de transparence et aussi des coûts moins élevés parce qu'on n'a pas les mêmes coûts d'exploitation qu'une banque, par exemple. Donc, on a eu plusieurs offres. On a eu du crowdfunding, du crowdlending, on a eu du paiement, on a de l'épargne. Et l'idée de la fintech, c'est justement d'améliorer et d'apporter de la valeur par rapport à un service donné. Et c'est ce qu'on a essayé de faire nous, justement, parce qu'on a vu depuis 10 ans maintenant des fintechs arriver, proposer justement cette expérience client, cette technologie qui permet du tout digital. Et le biais qu'on a trouvé là-dessus, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des enjeux à relever. Anna en parlait tout à l'heure, notamment les ODD. Et la question qu'on s'est posée, c'est de se dire aujourd'hui, maintenant, OK, l'usage fait qu'on est 100% mobile, on a des offres qui sont maintenant bien formatées. Mais il y a aujourd'hui plusieurs enjeux qu'on a relevés. Et on voit que les banques aujourd'hui, depuis effectivement la crise des subprimes, il y a une certaine défiance vis-à-vis des banques. On a vu aussi plusieurs scandales, notamment des frais de découvert, plusieurs milliards d'euros qui ont été pris sur les personnes les plus faibles. Il a fallu attendre une loi pour justement limiter ces frais-là. Comme de la même manière, aujourd'hui, on parle de ESG, il y a une taxonomie verte aussi qui est mise en place aujourd'hui au niveau européen. Et les banques, aujourd'hui, financent encore massivement on va dire, des secteurs d'activité qui sont néfastes à la fois pour l'environnement et pour l'homme. Partant de ce constat-là, l'idée était de se dire comment aujourd'hui on prend un bout de la chaîne, notamment le paiement et l'épargne, pour proposer un produit qui va répondre à un besoin de plus en plus grandissant, qui est quel est l'impact de mon argent. Et très peu de gens aujourd'hui savent qu'effectivement l'argent a un impact qui peut être négatif ou positif. On parle aussi d'externalités négatives par rapport à ce qu'on a comme compte en banque. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose en excluant certains secteurs d'activité. Alors, on ne peut pas tout faire. Quand tu as une fintech, on a quand même une réglementation. Donc, on va commencer à prendre un bout du problème, on va essayer de le résoudre au fur et à mesure, faire en sorte de grandir aussi et de pouvoir proposer un ensemble de services qui répondent à toute la problématique. Et cette problématique, c'est, encore une fois, comment mon argent agit sur la planète, comment il agit sur le social. Et nous, on l'a pris d'abord sur le prisme de l'enjeu climatique. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé avec l'ADEME et l'Association Bilan Carbone pour comprendre en fait quel est l'impact de cet argent. On a 2 leviers aujourd'hui actionnables en tant que citoyen, c'est sa consommation et son épargne. Sa consommation, parce qu'effectivement, la consommation qu'on a aujourd'hui, si elle n'est pas
mesurer, contrôler, etc. On peut acheter tout et n'importe quoi. On parle de surconsommation, de surproduction. Et l'idée, c'est de donner des indicateurs vis-à-vis de ça, d'abord d'un point de vue environnemental, et on l'espère plus tard aussi d'un point de vue social. C'est-à-dire que quand je vais acheter, je vais faire mes courses, quel est l'impact de mes achats, quel qu'il soit, hein, sur l'environnement, et quel est l'impact aussi sur la partie sociale. Est-ce que cette marque-là que j'achète, c'est un peu le Yuka de la finance au final, est-ce que aujourd'hui, c'est une société qui va embaucher, par exemple, qui va faire travailler des enfants mineurs, qui va aussi sous-payer ses salariés? Donc, toutes ces questions, c'est de se poser vraiment, de se dire quel est le meilleur moyen de consommer de façon plus efficace. Et ensuite, l'épargne. On a aujourd'hui un patrimoine financier qui représente 6 000 milliards. Sur ces 6 000 milliards, on a à peu près 10% qui sont sur les comptes de dépôt, donc on n'a pas trop le contrôle, et le reste sur de l'épargne. Sauf qu'aujourd'hui, l'épargne, on parlait d'ISR, etc., quand on interroge les Français, 70% disent que leur argent doit avoir un impact positif. En revanche, 90% disent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'ISR de la part de leur banquier. Donc il y a un vrai problème. Donc l'idée, c'est de comment aujourd'hui on propose, grâce à la technologie, grâce à justement ces nouveaux acteurs, des solutions qui correspondent justement à un besoin et surtout de répondre à un enjeu. Merci infiniment pour vos éléments de réponse. La prochaine question va être adressée à Monsieur Azin Ramallah. Vous nous entendez correctement? Parfaitement, oui. Et vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà. Donc, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Dans le cadre de votre activité professionnelle, comment est-ce que vous intégrez l'éthique, quelle que soit la définition qu'on lui donnera, dans vos solutions? Merci, Aruna. Alors, j'ai été très attentif, je suis connecté depuis 9h30 ce matin, j'ai écouté un peu toutes les interventions, donc j'ai vu que ça avait été une matinée très riche en punchline. Déjà, j'ai vu que Agnès avait commencé très fort en disant que l'éthique, c'est faire bien ce qui est bien. J'ai bien aimé aussi celle de Jérémy Le Petit sur la transparence, qui est une question d'intention, et donc je vais essayer de m'inscrire un peu dans cette ambiance de punchline, et je vais essayer de répondre à votre question en faisant du lien aussi avec le thème de la conférence, qui est l'innovation dans la finance éthique inclusive et affinitaire. Et moi, je dirais que ma punchline, la première, c'est que de la contrainte naît l'innovation éthique. De la contrainte naît l'innovation éthique. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, nous, du coup, on a été soumis à une contrainte, et comment de cette contrainte, nous avons fait une innovation éthique. Alors nous sommes spécialisés dans l'assurance TACAFUL. L'assurance TACAFUL est assez spécifique, elle a des règles de conformité spécifiques, et il y a une contrainte qui est la redistribution des excédents d'assurance. Les excédents d'assurance, c'est la différence entre les cotisations que vous percevez et les sinistres que vous payez. Quand ils sont excédentaires, eh bien, la contrainte, c'est de redistribuer ces excédents aux participants. Pourquoi? Tout simplement parce que ça supprime un conflit d'intérêts latent entre l'organisme assureur et les assurés, puisque si l'organisme assureur est intéressé à l'excédent technique, eh bien, il va avoir tendance à ne pas vouloir vous indemniser, ou du moins à réduire vos indemnisations pour pouvoir dégager du résultat. Donc, il y a un conflit d'intérêts de fait. Et donc, ce que dit la conformité de l'assurance TACAFUL, c'est que ces excédents techniques doivent être redistribués intégralement. Donc, ça, c'est la contrainte. Et nous, eh bien, nous avons structuré effectivement une solution d'assurance TACAFUL permettant de financer tout ce qui est rapatriement des corps, justement, des différentes diasporas musulmanes de France vers les pays d'origine, donc le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'océan Indien. Et donc, pour pouvoir structurer cette solution, il a fallu qu'on traite cette contrainte des excédents. Et donc, on avait une autre contrainte également qui était qu'il fallait que le fonds TACAFUL puisse jouir de la personnalité morale. Ça, c'est en respectant le standard numéro 26 de la UEFI qui traite de la conformité de l'assurance TACAFUL. Et donc, nous avons créé une association qui est l'association des participants, et qui est elle-même bénéficiaire donc de ces excédents d'assurance. Et ces excédents d'assurance, donc, ils sont utilisés à des fins justement inclusives et affinitaires, et donc éthiques. Pourquoi ces excédents sont-ils utilisés à des fins inclusives? Eh bien, pour la bonne et simple raison que l'association va se substituer à l'assureur sur justement
les franges exclues de l'assurance, à savoir les enfants de moins de 12 ans, puisqu'on n'a pas le droit d'assurer les enfants de moins de 12 ans, c'est le code de la mutualité et des assurances qui l'interdit en France, et les personnes de plus de 85 ans qui, elles, sont exclues de la police d'assurance. Et donc là, c'est le Fonds d'action sociale bénéficiaire des excédents d'assurance qui va prendre le relais et qui va couvrir ces personnes. Et donc, vous voyez ce que je disais au départ, donc de la contrainte naît l'innovation éthique mise au service donc d'une finance inclusive et affinitaire. Merci beaucoup, Esdine. Du coup, une question un peu à vous trois, c'est au quotidien, comment est-ce que vous mettez l'éthique dans vos actions, dans vos solutions aussi, que vous proposez donc, via vos entreprises? Et puis, à un moment donné, on a beaucoup parlé, ce que c'est que l'éthique, c'est faire bien ce qui est bien, etc. Mais quand on est en difficulté, quand on arrive dans cette zone un peu on sort de cette zone de confort, comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'éthique et vous personnellement, mais aussi vos solutions et vos produits? Du coup, c'est une question ouverte à vous trois. Je vais prendre un exemple très précis, notamment dans le domaine du crédit. Nous, on fait effectivement du financement, l'accession à la propriété. Donc, je parlais tout à l'heure de l'épargne ISR, investissement socialement responsable. Tout notre développement depuis une dizaine d'années, c'est vraiment essayer de réfléchir. OK, très bien, dans l'épargne, il y a pas mal d'initiatives. Kamal a aussi en a parlé. Dans le monde, on va dire, épargne, dépôt, investissement, mais beaucoup moins dans le domaine du crédit. Récemment, il commence à y avoir quelques initiatives, plutôt de la banque d'investissement, qui est ce qu'on appelle des prêts à impact social et environnemental. Des prêts qui sont bonifiés en fonction de l'impact positif, de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Mais ça concerne effectivement des grands corporates avec de la banque d'investissement. Nous, on essaie de réfléchir en se disant, comme on fait du prêt pour les particuliers, donc c'est l'accession à la propriété, comment on peut intégrer ça? Et on est reparti vraiment de zéro en essayant de vraiment comprendre de quoi ce prêt est fait. Et aujourd'hui, quand on parle de crédit, c'est quelque chose qui est très commun, mais on essaie de vraiment décortiquer. Tout à l'heure, Esdine prenait l'exemple de l'assurance en parlant du conflit d'intérêts entre les résultats techniques de l'assureur et des assurés. Et finalement, dans le crédit, si vous regardez bien, il y a trois types d'asymétrie d'information. La première, c'est que quand vous achetez un bien immobilier, et là je fais référence au Market Lemons de George Akerlof, donc qui a théorisé un peu cette asymétrie d'information, c'est que le vendeur a plus d'informations que quiconque. Et il sait les défauts du bien, il sait cacher quelque part les choses qu'il ne voudrait pas que l'autre partie le sache. Donc déjà, une première asymétrie d'information par rapport, et je m'inscris vraiment dans le marché des clients particuliers, donc du retail, on est vraiment face à un acquéreur, personne physique qui essaie d'acheter un bien et qui n'a pas plus d'informations, c'est ni un expert immobilier, ni un expert financier, etc. Donc, première asymétrie d'information. La deuxième, c'est que la banque, finalement, qu'est-ce qu'elle finance? Elle finance la personne. En France, on ne finance pas les biens, on finance la personne. On finance et on prend le risque de la solvabilité de la personne, c'est la capacité à rembourser. Il y a bien une hypothèque sur le bien qui donne une certaine force, mais avant tout, le risque que la banque prend n'est pas sur le bien, il est sur la personne et donc sa solvabilité. Et troisièmement, et c'est pour revenir sur votre question, quand généralement le crédit est octroyé, la banque a une garantie de paiement. Toute dette on doit être responsable et engageant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échéancier de paiement qui est maintenant fixe, il doit être honoré. Et s'il y a un retard de paiement, la banque facture ce qu'on appelle les indemnités de retard. Et ça, c'est parfois, justement, dans le crédit à la consommation, ça peut prendre des proportions incroyables. Il y en a qui font des millions, qui gagnent plus d'argent sur les indemnités de retard, sur les agios, plutôt que sur le crédit lui-même. Donc tout ça, ces trois asymétries d'information, on a essayé de l'intégrer dans notre approche qui est de dire un crédit plus éthique, plus transparent, plus en alignement d'intérêts entre les différentes parties. Et finalement, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de faire une relation tripartite entre le vendeur, le financeur, donc la banque, et l'acquéreur, l'emprunteur. Et comment on le fait? C'est une technique qui existe, on n'a pas inventé, hein, c'est quelque chose qui existe sur le marché, qui s'appelle le crédit vendeur. Qu'est-ce que le crédit vendeur? Ça oblige à celui qui va financer le bien
de devenir propriétaire du bien, de devenir au moins copropriétaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'asymétrie qu'il y avait entre le vendeur qui a plus d'informations et le particulier qui, lui n'est pas un expert du domaine, ça va passer par les mains d'un professionnel. Une banque, un établissement financier, un établissement, peu importe, une institution financière, est un professionnel. Et donc, c'est lui qui va prendre ce risque-là des vices cachés, notamment, et de tous les éléments sur le bien. Donc, le fait seulement de demander à la banque de devenir copropriétaire, il prend cette responsabilité sur le bien et non pas seulement sur la personne. Et ensuite, on va lui demander, en termes d'échéancier de paiement, comme c'est une vente, donc il a été propriétaire, il vend le bien avec un différé de paiement, c'est un prix fixe. On ne peut plus augmenter ce prix-là. Donc, tout délai de paiement, tout retard de paiement du particulier ne fera pas l'objet d'agio ou d'indemnité de retard. En tout cas, ce sera juste des montants forfaitaires qui correspondent à la relance, qui correspondent au coût administratif et non pas au coût financier. Donc, finalement, on a essayé de s'appuyer sur les travaux de Karl Polanyi qui parlent de réencastrer la finance dans l'économie. Mais finalement, dans l'accession à la propriété, le fait de faire ce crédit vendeur qui oblige la banque d'être copropriétaire, même à un instant de raison, mais il va assumer les risques de la propriété et il sera dans une optique de revente et donc d'un vendeur qui donne un différé de paiement, donc une vente à crédit et qui va obliger d'avoir un prix fixe connu et sans d'autres incertitudes. Alors l'éthique dans le quotidien, il est partout au final. On se pose beaucoup de questions à la fois sur le produit, à la fois sur la manière dont on gère notre société. Quand je parlais d'externalités négatives, on essaie de voir aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, quel est l'impact que ça a. Il y a plein de choses aujourd'hui. Par exemple, typiquement, quand on propose un compte qui permet de mesurer son empreinte carbone, son impact social, environnemental, etc., la question à se poser aussi, c'est de savoir nous-mêmes, est-ce qu'on a une empreinte élevée, faible, etc. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit faire attention à ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Et ce n'est pas simplement un message marketing pour dire aux gens, faites attention, et que nous, derrière, on fait tout et n'importe quoi. On a pris plein de mesures, hein, notamment, on parlait de ESG. Quel est l'impact social de notre entreprise? Quelle est la gouvernance? Donc, est-ce que les salariés, eux, sont aussi actionnaires de la société? C'est des choses qui sont super importantes pour nous. On fait attention aussi, par exemple, au matériel informatique qu'on achète. On n'achète que du reconditionné. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mis bout à bout, qui fait qu'aujourd'hui, on veut avoir aussi un impact qui soit le moins élevé possible, en tout cas sur la planète, sur l'homme. Après, sur le côté aussi partage, ça c'est aussi important. Nous, après décision aujourd'hui de redistribuer une partie de nos revenus. Et c'est des revenus quand même qui ne sont pas négligeables. Notamment, typiquement, quand vous payez avec votre carte, il y a ce qu'on appelle les commissions d'interchange. À chaque fois qu'on paye avec sa carte, le commerçant nous verse un pourcentage du montant de la transaction. Et nous, on a décidé justement, pour pouvoir redistribuer cet argent, de les dédier à 100% pour financer deux projets. Un projet environnemental, donc là, on est sur vraiment la protection de la biodiversité avec un partenaire qui s'appelle Écoterie. Donc, par exemple, on installe des ruches en France, on rachète des forêts pour pouvoir les préserver. Et un deuxième projet qui est social. Parce que quand on a étudié le sujet du réchauffement climatique, on a trouvé aussi de la même manière un manque. C'est-à-dire qu'on parle de transition écologique, on parle d'avenir climatique, etc. Sauf que le dérèglement climatique, il est présent aujourd'hui. Et il est présent de façon différente là où on se situe dans le monde. Par exemple, en France, vous allez avoir une canicule, on peut le supporter. Vous allez dans les pays en Afrique, une sécheresse, c'est des récoltes en moins, c'est des personnes qui meurent de faim, etc. Donc, on ne voulait pas simplement dire on trouve une solution pour la transition écologique, mais on voulait aussi s'attaquer au problème des impacts actuels. Donc, on reverse pareil une partie de ce qu'on gagne pour financer des projets avec un partenaire qui est UNITLAV, qui est un fonds des Nations Unies, où à chaque fois qu'on paye avec sa carte, c'est du micro-don au final. Parce que 0,20 sur une transaction de 100 €, ça fait quelques centimes, mais multiplié par un certain nombre de clients, ça fait quand même pas mal de choses. Et chaque année, on reverse justement pour financer ces projets-là. Et après, par rapport à l'épargne, on parlait d'ISR, etc. De la même manière, c'est la traçabilité des produits qu'on va proposer. On propose souvent des OPC, des OPCVM, etc., des fonds. À l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, s'il y a du Total, s'il y a du Shell, parce que c'est des best in class, parce qu'ils ont mis un petit peu d'action sociale dans leur portefeuille, on se dit, c'est bien, ils font l'effort. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un manque aussi de financement de l'économie réelle et de financement de projets concrets, de savoir qu'est-ce qu'on investit. Donc, à chaque fois qu'on va chercher un partenaire dans notre place FinTech, enfin dans notre place Impact, pardon, où on propose des produits financiers, on s'assure qu'il y a un vrai impact, qu'il y a une vraie éthique derrière et qu'ils ont le même, entre guillemets, ADN que nous et que ce n'est pas simplement du marketing. Je vous donne des exemples concrets. Aujourd'hui, on propose un contrat d'assurance vie où l'argent est fléché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils travaillent avec des cabinets de conseil, notamment Carbone 4, pour s'assurer que les fonds dans lesquels ils vont investir sont alignés avec les accords de Paris.
on propose des financements en crowdfunding. Donc là, on investit dans des sociétés qui ont un impact social, environnemental ou de gouvernance. Et on s'assure que les sociétés soient bien des sociétés réelles, investies, et des PME en général qui sont justement en manque de financement par les banques. Donc, on essaie de faire en sorte à chaque fois qu'on mène une action, de regarder vraiment les externalités positives et négatives et de faire en sorte qu'on a un comportement moral vis-à-vis de ça. Merci. Voilà, donc à défaut de pouvoir donner une définition générale de l'éthique, bon, on arrive quand même à identifier le champ lexical, le partage, l'écologie, lutter contre l'asymétrie d'information. La question va être adressée encore une fois à M. Azzedine Ramallah, mais je pense que chacun peut apporter des éléments de réponse. Encore une fois, dans votre quotidien, quels sont les principaux obstacles que vous observez, que vous rencontrez dans votre démarche d'aller vers plus d'éthique, vers votre démarche de perfectibilité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Monsieur Azzedine Ramallah, vous pouvez, je pense, commencer à répondre. À chaque fois, vous me prenez à contre-pied parce que je me prépare à répondre à la même question que mes collègues. Donc, j'avais une réponse pour la question précédente. Et là, vous m'en posez une autre. Alors, bon, c'est bien, comme ça, ça fait tester mon agilité. Donc, peut-être que c'est l'agilité, justement, qu'il faut mettre en œuvre par rapport aux différents obstacles auxquels on est confronté. Parce que la vie d'entrepreneur, moi, je dis toujours que c'est une traversée du désert. De temps en temps, on arrive à trouver des oasis. On a intérêt à les avoir bien identifiés sur la carte. Et ce qu'il faut, c'est arriver à pas se retrouver sans eau au milieu du périple. Alors pour nous, par exemple, ce qui a été très difficile, ça a été d'arriver à financer notre R&D en fait, pour arriver à sortir ne serait-ce que notre première solution. Ça a été très long. Et c'est vrai que quand vous êtes en phase de R&D, il faut que vous arriviez à trouver des sources de revenus alternatifs pour nourrir la structure qui fait la R&D pendant ce temps-là. Maintenant, au niveau, une fois passé cet obstacle-là, au niveau des obstacles éthiques que l'on peut rencontrer aussi, ça, on a eu, nous, quelques expériences où on a appris un petit peu à nos dépens au niveau de conflits éthiques qu'on a pu avoir avec des partenaires. Alors, ça n'a pas été des conflits, mais on a été obligé de cesser les relations. Et ça nous a servi d'apprentissage, en fait. Quand vous êtes grossiste, finalement, vous apprenez à sécuriser vos contrats vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos distributeurs. Et donc, finalement, au début, quand vous pensez surtout quand vous vous lancez sur un marché où vous pensez que c'est un marché justement éthique, vous pouvez penser que certaines pratiques n'auront pas lieu et finalement, vous vous rendez compte qu'elles sont existantes. Et donc, après, c'est l'apprentissage par l'expérience. Et donc, vous insérez des clauses dans vos contrats vis-à-vis de vos fournisseurs et vos distributeurs qui permettent de sécuriser votre savoir-faire. Donc ça, je pense que c'est un premier point, c'est-à-dire que l'éthique, elle est, comme le disait Anas tout à l'heure, elle est appliquée. Là, en l'occurrence, elle est appliquée à une organisation. Et comment une organisation applique des principes éthiques? Eh bien, c'est soit dans ses relations contractuelles vis-à-vis des autres parties prenantes, déjà, premièrement. Et puis aussi, ça peut être l'élaboration de codes de bonne conduite, de codes de gouvernance. Et d'ailleurs, pour nous, c'est le next step, en tout cas, dans l'implémentation, je dirais, des principes éthiques propres au TACAFUL, puisqu'il y a un standard IFSB qui invite les opérateurs TACAFUL et les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là à se doter justement de codes éthiques pour veiller au juste traitement de l'ensemble des parties prenantes et notamment et surtout les adhérents participants. Et puis nous, en tant que courtier, nous les représentons, c'est-à-dire que, vous savez, la différence entre un courtier et un agent général, par exemple, c'est que l'agent général représente la compagnie pour laquelle il travaille, alors que le courtier représente ses clients auprès des organismes d'assurance avec lesquels ils travaillent. Et donc, nous, c'est notre rôle de représenter les participants. Et donc, le next step à ce niveau-là, et d'ailleurs, ça va être, puisque j'enseigne l'assurance TACAFUL dans le programme de Financia, et j'avais justement envie de confier, s'il y avait une task force ou un groupe au sein de la promo qui voudrait commencer à réfléchir sur l'élaboration d'un code
d'éthique pour un organisme Takaful. En même temps, je donne ça aussi en parallèle à des étudiants d'un master en droit et éthique des affaires. Et donc après, on va fusionner les travaux et ça va nous servir de base de départ pour élaborer ce code. Voilà. Donc voilà, nous, en tout cas, au niveau opérationnel et au niveau organisationnel, comment on va, je dirais, aller au-delà des mots et d'une incarnation des valeurs, c'est à un moment donné écrire cette éthique au sein d'un code, et comme c'est d'ailleurs recommandé dans la plupart des codes de gouvernance aujourd'hui, qu'on soit dans la finance affinitaire, conventionnelle, éthique, on l'appelle comme on veut, mais aujourd'hui la bonne gouvernance, c'est un prérequis indispensable pour toutes les organisations. Alors effectivement, pour moi, un des principaux obstacles de cette industrie, de cette dynamique, c'est, pour simplifier, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur, peut-être pas peur, mais crainte pour son statut, crainte pour son image. Je vois que Boubker, Agir de l'IFAS est là. On a plein d'anecdotes, plein d'éléments comme ça de nos aventures entrepreneuriales où à chaque fois on a été bloqués, pas pour des raisons de business model, pas pour des raisons d'attractivité commerciale ou quoi que ce soit, mais purement pour des réflexes corporate, des réflexes, je ne veux pas associer mon image à cette alternative, je ne veux pas prendre ce risque-là, risque de ma fonction par rapport à mon patron, etc. etc. Et je pense que le marché est en train d'évoluer aujourd'hui. On voit bien qu'on a fait un peu le tour de ces dynamiques ISR, ESG. La réalité, elle n'est pas seulement à la surface, elle est vraiment en profondeur. Et pour aller en profondeur, à un moment donné, il faut remettre en cause l'historique, il faut remettre en cause les pratiques qui sont là et qui viennent d'un autre temps, hein, qui viennent aujourd'hui avec le réchauffement climatique. On n'a plus d'excuses pour dire que ne pas bouger est la meilleure solution. Et je reviens, et donc une des stratégies que nous on applique, on a essayé de théoriser ça, c'est over the top. On s'est inspiré de WhatsApp, je pense que tout le monde connaît WhatsApp. WhatsApp a été, quelqu'un a une idée de combien a été racheté par Facebook à l'époque? 19 milliards. 19 milliards. Ils étaient combien de personnes? Ils étaient moins de 50 personnes. 19 milliards, moins de 50 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'était d'être over the top des opérateurs télécoms. Ils n'ont pas pris le risque d'aller construire les câbles, d'aller construire les fils, l'installation dure, etc. Ils sont mis au-dessus, donc une couche, les layers informationnels, sur les réseaux téléphoniques et proposer une expérience client totalement différente, instantanée, visuelle, etc. Et quelque part, pour nous, c'est ça, c'est les acteurs historiques, ils sont là, ils sont dans leur métier, ils sont dans leur jus, si on peut dire ainsi. Il faut qu'on se mette au-dessus d'eux et qu'on fasse la relation avec les clients, renouveler, changer l'expérience client et leur proposer justement des alternatives que ces acteurs historiques ne pourront pas faire eux-mêmes, mais dont on aura toujours besoin d'eux. On a besoin des tuyaux, on a besoin du bilan de la banque, on a besoin des départements des risques, de la conformité de la banque. Donc nous, il faut qu'on se mette au-dessus et qu'on soit imaginatif, créatif, comme Esdine et Kamel le font déjà et comme ils nous inspirent. Ouais, je suis complètement d'accord. Là, on vit en complément en général. Tout le monde maintenant a son compte en banque et a souvent un compte ailleurs ou une épargne ailleurs, etc. Et nous, ce qu'on vient apporter, justement, c'est un peu plus de valeur. Et on peut l'apporter grâce à la techno. Et justement, moi, je pense qu'il y a par contre un truc qui accélère, c'est aussi la réglementation, parce qu'on est vraiment limité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on veut avancer, qu'on veut trouver une solution à une problématique, on est aussi, on fait face à l'obstacle de la réglementation. Et là, par exemple, typiquement, aujourd'hui, quand on est agent de paiement, on est limité sur les options qu'on peut proposer à nos clients. Donc, heureusement, aujourd'hui, il y a l'open banking qui nous permet d'aller chercher aussi des partenaires avec qui on peut se plugger très rapidement. Et la facilité d'une fintech, c'est l'agilité. Parce qu'on peut être, contrairement à une banque, moi j'ai travaillé pendant 20 ans, quand vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle option, ça prend des mois, des budgets colossaux. Alors qu'une fintech, l'avantage, c'est qu'on peut aller très vite. Mais pour autant, il faut qu'on accélère sur cette réglementation. Alors, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue aussi de la transparence des banques. C'est très opaque aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va falloir que nous, on puisse apporter justement ces solutions en complément, en couche supérieure, et qu'on apporte justement, qu'on mette souvent plus en lumière l'impact et pourquoi on le fait. Et il y a une prise de conscience qu'on doit avoir, et nous, on doit faire prendre cette conscience aux gens, que en fait, c'est des solutions comme nous qui aujourd'hui vont changer un petit peu le monde.
Merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin de cette table ronde. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle avant de passer à celles qui sont en ligne? Si ce n'est pas le cas, j'en ai... Ah, il y en a une au fond. Youssouf, excusez-moi. En fait, je dois partir. Je vais devoir m'échapper d'ici 5 minutes. On fait ça dans 5 minutes. Allez, super, merci. Dans les modèles qui sont proposés, ça s'adresse souvent à des gens qui sont déjà intégrés dans le système bancaire. Éthique versus inclusion. Oui. La question pour les personnes qui sont en ligne, c'est éthique versus inclusion, quid? Alors, nous, on propose un compte de paiement. Aujourd'hui, en France, on a 99% de la population qui est équipée de comptes. Alors, il y a toujours une partie qui n'en a pas. Et ça, c'est propre à la FinTech. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne l'exemple du compte Nickel. Ça a permis à beaucoup de personnes qui étaient interdits bancaires de pouvoir ouvrir un compte. Et c'est de la même manière pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de notion d'interdit de crédit au fichier Banque de France pour pouvoir ouvrir un compte. Donc déjà, on est plus inclusif que les banques. Donc, on répond déjà par définition, parce qu'on est une FinTech, à cette problématique. Esdine, vous avez une réponse à donner avant qu'on vous libère? Oui, bien sûr, et comme ça, j'en profiterai pour vous dire au revoir. C'était le quid de l'inclusion et de l'éthique, c'est ça? Ok, alors bon, moi je vois pas forcément de lien justement. Je pense que on peut être éthique et inclusif, on peut être non éthique et inclusif, on peut être éthique et non inclusif et non éthique et non inclusif. Donc après c'est une question de positionnement et de choix Comme le disait tout à l'heure Annès, moi j'ai bien aimé, c'est cette recherche d'excellence en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a un contexte, il y a des contraintes. Il y a des convictions aussi, hein. Je pense que voilà, les entrepreneurs ont des convictions qu'ils vont infuser au sein de leurs organisations et donc ça va dépendre en fait des uns et des autres. Effectivement, alors si je vous dis qu'idéalement, il faut rechercher à être à la fois éthique et inclusif, ça va de soi. Mais c'est pas forcément gagné dès le départ. Voilà, donc moi, ce que je peux vous dire à titre vraiment perso et vous parler de ce que je connais et de ce que nous avons fait, nous, on a fait le choix d'être inclusif au maximum au regard des contraintes existantes. Et en fait, si on a voulu ajouter de l'inclusion, c'est justement parce qu'il y avait un processus d'exclusion dont nous étions conscients. Donc, j'aurais tendance à dire que pour pouvoir développer de l'inclusivité, il faut déjà, dans un premier temps, faire le constat d'une exclusion pour pouvoir ensuite tenter d'y remédier. Et c'est vrai que ce diagnostic n'est pas toujours posé correctement. Et puis après, encore faut-il avoir, je dirais, les moyens. Parce que ça veut dire aller toucher des personnes qui sont exclues, donc qui sont plus éloignées. Et donc, pour pouvoir aller les toucher, et c'est en ce sens-là que les innovations technologiques permettent de faciliter cela, justement, puisqu'il n'y a plus besoin d'une présence physique. Et c'est en ce sens, à mes yeux, hein, que l'innovation technologique apporte une solution à ces questions d'inclusion. Voilà, je suis vraiment désolé, je dois m'absenter, j'ai un transport à prendre et je crains de le rater si je reste encore connecté. Donc, merci encore à vous tous pour l'organisation et pour l'invitation. Et je souhaite une excellente continuation à tous mes amis, à tous mes collègues entrepreneurs et toute la réussite dans tous les projets qui sont portés par la structure de Finance Innovation et à l'excellente promotion de l'MBA de Finance Islamique de Financial Business School. Encore merci à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir. Du coup, on a une question, allez-y.
important à chaque fois de redéfinir quand on parle d'éthique de quoi on parle. Et puis, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on pense que notre définition d'éthique, forcément, la clientèle à laquelle on s'adresse, elle y adhère, mais on se rend compte la plupart du temps, je pense qu'Anas peut en témoigner, c'est la problématique de la compétitivité qui n'a jamais été abordée. Et est-ce qu'on peut vendre de l'éthique tout le temps, même lorsqu'elle est plus chère que ce que l'on considère nous comme n'étant pas éthique, alors que ce que l'on considère nous comme n'étant parfois pas éthique, je fais juste la différence, par exemple, crédit, intérêt classique versus financement immobilier, version crédit vendeur, c'est tout simplement incomparable en termes de coût, mais l'adoption côté client, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, je veux dire, à l'échelle de masse. Donc, comment les fintech, je pense que ça peut apporter une solution, mais est-ce que vous avez intégré cette problématique-là de la compétitivité? Ma question, c'est comment vendre de l'éthique pour tous, tout en étant compétitif? Est-ce que ça marche ou est-ce que finalement l'éthique ne s'adresse qu'à une clientèle convaincue, quand bien même cette offre éthique est plus chère qu'une offre que l'on considère nous comme n'étant pas éthique? Et donc, comment y remédier? Et à la fin de commentaire, mon intervention, une question, si vous avez des réponses, c'est sûr. Pour les personnes en ligne, la question, c'est comment vendre des offres éthiques en restant compétitif. Ouais, c'est ça, ça demanderait 4 heures de débat. Non, je pense qu'il y a deux dimensions. Déjà, la première, si on définit compétitif que par la notion de prix, on n'est pas bon. C'est-à-dire que même la démarche même, elle est interrogée parce qu'on n'est que sur le prisme du capital, du prix et de la performance financière, performance effectivement liée au prix. Pour moi, alors on peut déjà, il ne faut pas regarder que avec les lunettes franco-françaises, hein, il faut essayer d'avoir une vision plus globale. Typiquement, dans des industries plus matures, dans des pays où ce développement s'est fait, notamment on reprend l'exemple de la finance islamique, je pense en Asie, Malaisie, Indonésie, etc., de ce que je sais et de ce que j'ai vu sur place, l'argument prix n'est plus forcément ce qui est déterminant. Il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte, et notamment, parfois, c'est même plus compétitif de passer par la finance islamique que la finance traditionnelle. Après, je pense qu'il y a une dimension justement de l'innovation et ce qui fait qu'on ne peut plus comparer, c'est plus Apple to Apple, c'est pas un crédit à intérêt et un crédit non intérêt, c'est la même chose parce que ça répond à des besoins différents, ça correspond à des valeurs différentes et surtout à des modalités. Et ça qui est important, c'est qu'on n'est pas seulement sur le parler, comme je disais tout à l'heure, dans l'éthique, c'est le faire, c'est l'agir. Et c'est la différence peut-être avec la dimension morale. Dans la morale, c'est il ne faut pas telle chose. Dans l'éthique, on n'est plus dans le positif. Il faut faire bien ce qui est bien. Il faut avoir un impact positif, ou du moins éviter un impact négatif, les externalités négatives dont on parlait tout à l'heure. Donc tous ces éléments-là peuvent être retranscrits en éléments de prix, en variables, qui peuvent être faire l'objet d'une analyse comparative, etc. Donc pour moi, rester sur le prisme, comme le bio, comme le développement durable, comme plein de choses, etc., ça correspond à des besoins et à des valeurs différentes. Et donc, ce n'est pas que sur le prisme du prix que le choix se fait. Moi, je pense que c'est plus sur le crédit immobilier. Je vais répondre sur la compétitivité. Aujourd'hui, on met toujours en opposition l'éthique ou la morale ou l'impact positif et le coût. Je pense qu'il faut une entreprise qui a un impact positif peut aussi être rentable. Et la question après à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour enrichir les actionnaires ou les dirigeants. Oui, ça pose un problème. En revanche, si l'entreprise réinvestit justement dans la technologie, dans justement faire plus de choses pour pouvoir avoir plus d'impact, oui, c'est important d'aujourd'hui d'être compétitif et d'avoir un prix aujourd'hui qui est, alors peut-être par moment qui est au-dessus, mais on peut aussi bien être sur les prix du marché, mais apporter plus de valeur. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'opposer en fait le prix, la compétitivité avec le fait qu'on soit éthique. Parce que sinon, on ne fait rien. Si on se dit, bah, en fait, si c'est 3 € de plus, ça veut dire qu'en fait, ils s'enrichissent. Non, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Effectivement, comme tu disais, c'est quelle est la valeur qu'on apporte, quelle est la technologie qu'on apporte, qui est peut-être supérieure aux autres. Ouais. Ouais. Perception. Alors, mais il va falloir passer par là, effectivement. Exactement. Il va falloir passer par là de toute manière. Il va falloir aussi faire de la pédagogie, comme vous disiez. Par exemple, le sujet nous qu'on adresse, qui est le réchauffement climatique aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus, mais par contre, il va falloir mettre les moyens pour que les gens comprennent que c'est super important. Donc forcément, oui, ça va avoir un impact aussi sur le coût. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut mettre les moyens, il faut que derrière, on puisse faire en sorte d'attirer le maximum de personnes, leur faire comprendre les choses dans un premier temps, et surtout après montrer patte blanche. Dire que ce n'est pas simplement voilà, comment dire, un aspect marketing ou commercial, mais que derrière, il y a des réels enjeux, des réelles actions, et que ce soit aussi surtout la transparence. Et c'est ça qui attendent les gens aujourd'hui. Ils sont prêts à payer à partir du moment où c'est transparent. Voir si le résultat justement de ce qu'on fait. Merci messieurs, merci Anas, merci Kamel, merci Esdine. On parlait de pédagogie, donc j'aurais juste une question, mais je pense qu'on aurait pu la poser à tout le monde. C'est nous, en tant qu'étudiants du MBA, et puis aux entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur conseillerez dans leur, je dirais pas carrière, parce qu'il n'y a pas forcément de réelle carrière aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous nous conseillerez? Remettez tout en cause. Et je pense que disait Anas, c'est ne pas avoir peur, enfin, se lancer, quoi. Il faut y aller. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut les applaudir. C'est la fin de cette table ronde.